enfants de la... Je suis médecin à l'hôpital de Lyon. Je m'appelle Sylvie Gonzalez, je suis neurologue de formation, neurologue adulte. Et puis depuis une vingtaine d'années, je travaille au CHU, tout le monde m'entend ? Au CHU de Lyon. D'abord dans le service de rééducation pédiatrique, où nous recevons des enfants qui ont essentiellement des paralysie cérébrale, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des lésions qui entraînent des troubles de la motricité et des troubles cognitifs. Et puis, comme tous les centres de référence, depuis une quinzaine d'années, les enfants 10. Il se trouve que, comme les enfants avec paralysie cérébrale présentent très souvent des troubles praxiques, troubles du geste, nous sommes naturellement orientés vers l'accueil et l'évaluation des enfants dyspraxiques, mais cette fois développementaux, sans paralysie cérébrale. Vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Voilà, qu'on soit bien dans l'interaction. Voilà, donc nous nous sommes orientés vers l'évaluation, puisque, comme vous le savez, les centres de référence s'occupent essentiellement d'évaluation, c'est-à-dire de poser un diagnostic. Quand normalement le diagnostic n'a pas pu être posé à l'extérieur de l'hôpital. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle, vous savez, les centres de niveau 3, les centres experts. Donc, normalement, il doit y avoir déjà un certain nombre d'évaluations qui ont été réalisées et le diagnostic ne peut toujours pas être posé. Bien, les thérapeutiques qui ont été mises en place ne sont pas satisfaisantes et les parents donc, sont adressés dans notre service ou celui de M. Taliban, celui de M. Revol, celui de M. Roussel. Voilà, donc notre service est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Je ne vois pas mes collègues, mais c'est pas grave. Donc il y a des ergothérapeutes, des psychomotriciens, enfin un ergothérapeute, une psychomotricienne, une orthophoniste, une psychologue, une neuropsychologue, deux enseignants, un pour le collège, un pour le collège-lycée, une pour le collège-lycée, une pour le primaire. Et puis nous sommes trois médecins, neuropédiatres, neurologues, à nous occuper de ces enfants. Alors, donc on m'a demandé de parler des troubles des fonctions exécutives. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre de ces fonctions chez l'adulte, voir comment ces fonctions ont été définies et comment ensuite cette connaissance que nous avons acquise auprès de l'adulte a pu être transposée à l'enfant. Et tout particulièrement, quelle importance de détecter ces troubles exécutifs chez l'enfant présentant un trouble de type 10, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse. Mais quand même, il faut replacer ça dans le contexte de l'histoire. Donc l'histoire, en fait, elle commence au milieu du 19e siècle, avec un patient, à l'époque, un monsieur, qui s'appelait Phineas Gage. Peut-être certains connaissent cette histoire. Ce monsieur, donc, en fait, était ouvrier sur le rail, aux États-Unis, et en tapant avec un marteau sur le rail, un morceau de fer vient transpercer son orbite et s'insérer dans son lobe frontal. Gauche, pardon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le cerveau, le lobe frontal est une partie chez l'être humain, une partie du cerveau qui est très développée. C'est quasiment les 2 tiers antérieurs de notre cerveau. Et c'est une région qui est composée d'une importante matière de substances grises et de substances blanches. Vous savez que le cerveau est composé de cortex, c'est-à-dire la partie grise, et puis ses prolongements, la partie blanche. Et bien sûr, il y a une partie gauche et une partie droite, puisque nous avons 2 hémisphères. Donc ce lobe frontal, il comprend dans sa partie postérieure tout ce qui commande à notre motricité,
C'est-à-dire que si j'ai une lésion de cette partie, à gauche, j'aurai une hémiplégie droite, et à droite, une hémiplégie gauche. C'est ce qu'on appelle le cortex moteur, de la motricité volontaire, hein, celui qui me permet d'être debout sur mes deux jambes et de faire des mouvements. Rien à voir avec les praxis. Et juste en avant de ce cortex moteur, il y a un cortex dit qui est prémoteur, qui prépare la motricité. Parce que finalement, le cerveau, c'est toute une série d'étapes. Hein, et souvent, les difficultés, ce sont des disconnexions entre ces étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle le cortex prémoteur, qui prépare le mouvement. Et qui nous aide aussi à faire ce qu'on appelle la motricité automatique. Comme vous le voyez là, j'arrête pas de bouger. Hein. Je tiens, je fais des gestes, je cligne des yeux, vous aussi bien entendu. J'ai une mimique, je fais des mouvements, etc. Si j'avais une lésion du cortex prémoteur, je ne serais pas du tout hémiplégique, par contre je serais extrêmement figée. Je ne pourrais plus faire les gestes automatiques de la vie quotidienne, sans que ce soit pour autant les praxis, c'est-à-dire les gestes appris. Ces gestes automatiques, c'est, par exemple, si quelqu'un me jette un ballon, hop, je l'attrape. Hein, voilà, si quelqu'un, je ne sais pas moi, s'il y a tout d'un coup un obstacle là et que je ne le vois pas dans mon champ visuel, je vais quand même faire un mouvement qui va me permettre de me remettre sur mes jambes. C'est, comme je vous l'ai dit, le triment palpébral, etc. Donc le cortex moteur, le cortex prémoteur qui gère cette motricité automatique dont nous avons besoin, bien entendu. Hein, sinon, nous avons un aspect extrêmement peu dynamique. Hein, je serai comme ça devant vous, mais je pourrais m'exprimer. Et puis, ce lobe frontal, il comprend aussi une région du cerveau qu'on appelle l'aire de Broca. L'aire de Broca, l'aire du nom du médecin qui a découvert qu'un patient qui avait une lésion de cette région avait perdu l'usage du langage, l'usage de la production du langage. Et tout le reste du cerveau préfrontal, frontal ou préfrontal comme on dit ça, est donc, je dirais, dédié à ce qu'on appelle les fonctions les plus élaborées. C'est-à-dire, c'est difficile à définir, on va le voir, hein, mais en même temps, on voit vite ce que cela veut dire. C'est-à-dire les fonctions qui nous permettent qui témoignent vraiment, je dirais, de notre autonomie intellectuelle. Mais on va revenir dessus. Donc je reviens au cas de Phineas Gage. Ce patient, malgré sa blessure extrêmement sévère, va survivre. Il va être même apparemment guéri. Il va être guéri. Et dans les suites, donc il va sortir de l'hôpital, il va rentrer chez lui et il parle, il se déplace, il fait des mouvements, il semble tout à fait normal, tout à fait ordinaire. Et pourtant l'histoire rapporte que Phineas Gage n'était plus Phineas Gage. C'est-à-dire qu'il avait changé de personnalité. Il était devenu extrêmement... son caractère avait changé. Là, en fait, l'histoire de Gage montre qu'il n'a jamais pu reprendre son travail. Et il a même eu une errance sociale. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu rester père de famille parce qu'il avait des comportements qui fait que ces comportements étaient devenus quasi asociaux, ne lui permettaient pas de reprendre une vie sociale, familiale et professionnelle comme avant, alors qu'il était apparemment guéri. Donc l'histoire du lobe des fonctions exécutives, hein, ce sont ces fonctions qui reposent sur ce lobe frontal, plus exactement on dit le lobe préfrontal, hein, le lobe préfrontal, parce que dans ce cas, on s'intéresse à toute cette partie du cerveau que je viens de vous décrire, indépendamment du cortex moteur et de l'aire de Broca. C'est toute cette région du cerveau, cette énorme masse, hein, et dans laquelle on situe quelque chose qui est à la frontière, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler de nos outils de la vie cognitive, le langage, le geste, la mémoire, l'attention. Et
ce sur quoi nous impulsons un peu notre personnalité, c'est-à-dire ce que nous faisons avec ça. Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, Sylvie Gonzalez, j'ai, comme vous, comme nous tous, je parle, je fais des gestes, mais en même temps, c'est mon langage à moi, ce sont mes gestes à moi. Hein. Donc voilà ce qui décrit un peu ce qu'on appelle ces fonctions exécutives. Alors, à partir de ce cas, ce patient de Phineas Gage, beaucoup de professionnels, hein, des médecins, des psychologues, des neurologues, des neuroradiologues, se sont intéressés à ces fonctions. Et on a notamment proche de nous, je vous invite à lire les ouvrages d'un certain Antonio Damasio, qui est portugais d'origine et qui vit aux États-Unis, qui est un neurologue, qui travaille aux États-Unis depuis de longues années et qui a écrit de nombreux ouvrages dans la collection Odile Jacob, notamment, je vous en cite quelques-uns, comme L'erreur de Descartes, ou Spinoza avait raison, ou La conscience de soi, etc., qui parlent, qui rapportent justement les cas de ces patients qui ont eu des lésions frontales. Et quelle expression clinique très particulière ont ces patients, à la frontière, je dirais, du cognitif et de la personnalité. Hein. Le cognitif, la personnalité, mais aussi dans le champ émotionnel. Hein. C'est-à-dire les émotions, ça fait aussi partie de notre personnalité. Et on voit bien que cette région du cerveau serait comme une espèce de chapeau particulier des autres régions, hein, notamment qui supportent le langage, la fonction praxique, l'attention, hein, et qui serait donc cette empreinte particulière, hein, de notre vie cognitive personnalisée. Donc Damasio qui a beaucoup écrit en rapportant les cas de ses patients et en montrant encore une fois, comme Phineas Gage, hein, qu'il n'était apparemment pas si gêné que ça dans la vie de tous les jours, et pourtant ce sont des personnes qui ne peuvent plus s'inscrire dans la vie sociale, dans leur vie personnelle et parfois même dans leur vie familiale. Alors un grand psychologue aussi a parlé de ces fonctions et a beaucoup étudié ces fonctions. C'est un psychologue qui a été tout au long du XXe siècle qui s'appelle Luria. Hein, Luria, L-U-R-I-A, qui était russe et qui a laissé des ouvrages très importants où il décrit non seulement les troubles de ces personnes, mais aussi les outils qui nous permettent les outils, c'est-à-dire les tests, hein, les tests cliniques ou les tests métriques qui nous permettent d'évaluer ces fonctions qui sont tellement subtiles. Voilà, donc un peu pour une introduction sur les troubles, on dit, hein, les troubles exécutifs, troubles des fonctions exécutives, consécutifs à des lésions préfrontales chez l'adulte. C'est des choses que les médecins, neurologues, neuropsychologues de l'adulte connaissent bien et on décrit. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir une lésion du lobe préfrontal pour avoir des troubles exécutifs. Parce que c'est aussi une question qu'on se pose, on a l'impression que même quand une lésion est située en dehors du lobe préfrontal, en raison de ce qu'on appelle la connectivité entre les différentes régions du cerveau, il peut y avoir quand même une répercussion et finalement une expression par des troubles exécutifs de lésions qui ne sont pas dans le lobe frontal. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Et c'est exactement ce qui nous préoccupe chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Hein. Ce qui nous préoccupe chez les... Alors, certes, vous ne retrouvez certainement pas le cas de Phineas Gage. On ne retrouve pas le cas typique, lésionnel de Phineas Gage chez des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, bien entendu, parce que là, ce sont des lésions très, très importantes. Mais on va le voir, on a cette préoccupation, en tout cas, c'est la question qui se pose, notamment chez les enfants qui ont donc des troubles 10, c'est que, en raison de cette maturation du cerveau qui crée cette connectivité entre les différentes régions, que chez les enfants qui sont porteurs de troubles neurodéveloppementaux, il y ait des répercussions à un moment donné
sur cette maturation des régions préfrontales et donc une apparition des troubles exécutifs au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que c'est des choses, il y a 15 ans, quand on a créé les centres de référence, bien que ce n'est pas les centres de référence qui ont découvert les enfants 10, bien entendu, hein, parce que les enfants 10, en fait, quand on reprend les travaux d'histoire, en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, on se posait déjà des questions sur des enfants des personnes qui avaient des troubles du langage sans insuffisance intellectuelle. Hein. Donc, ce n'est pas les centres de référence qui ont découvert ces enfants en 10, mais en tout cas, quand on reçoit maintenant ces enfants, on commence vraiment à se préoccuper parce qu'on a des outils adaptés à l'enfant qu'on n'avait pas il y a quelques années pour évaluer ses fonctions exécutives. Alors, on va essayer de donner une définition de ces fonctions. Quand on lit un auteur hein, qui s'appelle Xavier Sauron, qui est un professeur de psychologie cognitive hein, à Bruxelles, qui maintenant est un monsieur à la retraite, mais qui a beaucoup fait pour la neuropsychologie francophone et même internationale. On lit une définition de Xavier Sauron des fonctions exécutives. Ce sont les fonctions qui nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez vague quand on le dit comme ça. Donc, ce sont des fonctions qui seraient en jeu chaque fois que nous sommes confrontés à un événement qui, je pourrais dire, n'est pas routinisé, qui n'est pas automatisé. Hein? Alors, on peut se dire qu'on peut essayer de faire, se dire par exemple, je ne sais pas, depuis que je me suis levée ce matin, et nous tous, hein, qu'est-ce qui a pu nous arriver qui n'est pas routinisé? Ben, plein de choses, à la fois rien et tout. Hein. Notre vie, si je puis dire, est à la fois, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un espèce de long fleuve tranquille, et en même temps émaillé par des événements inattendus. Personnellement, j'en ai connu un tout à l'heure, c'est qu'après avoir appuyé sur le bouton de sécurité parce que je ne trouvais pas de place, j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre, et le parking s'est ouvert, mais je me suis trouvée dans un endroit de ce bâtiment complètement enfermé, c'est-à-dire que je ne trouvais pas de porte pour sortir. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à la même chose qu'à moi, mais je n'ai pas trouvé de porte pour sortir. Tout était fermé. Donc je me suis trouvée à un moment donné, je suis toute seule. Je me suis sentie un peu mal à l'aise. Il n'y avait pas de réseau. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire? Et alors je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme que nous avons suivi qui n'est pas 10, qui était un jeune homme qui avait un traumatisme crânien, pour vous expliquer comment cela peut se faire si on a peut-être un trouble exécutif, hein, ce que peut-être moi, a priori, je n'ai pas. Ce jeune homme, en fait, il venait dans un service tous les 1 à 2 fois par semaine, et il prenait le bus, le métro, etc. Et on lui avait appris, on l'avait autonomisé par rapport au chemin, c'est-à-dire le numéro de la ligne du métro, puis le bus pour arriver à l'établissement où nous étions. Et puis, ça marchait très bien. Un matin, il n'arrive pas. Donc, nous nous inquiétons et nous appelons chez lui et on nous répond qu'il est parti. Et donc, le temps passe. Et en fait, nous nous souvenons qu'il y a une grève du métro. Et quelqu'un a eu l'idée d'aller devant la grille du métro, et le jeune homme attendait devant que la porte s'ouvre. C'est un peu ce que j'aurais pu faire si j'avais eu un trouble exécutif, c'est-à-dire que vous seriez peut-être encore en train de me chercher dans le parking, parce que je n'aurais pas d'autre solution, hein, un événement inattendu.
je me trouve dans une situation et je n'arrive pas à mettre en place en fait une stratégie nouvelle. C'est ça. Alors, si c'est un exemple qui peut vous parler, et après qu'on va voir retentir sur plein de choses, hein, c'est ça les fonctions exécutives. C'est cette capacité, cette mobilité de la pensée. Hein. C'est pas que ça non plus, cette mobilité de la pensée qui nous permet aussi d'avoir une attitude adaptée, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vous cache pas que j'étais relativement anxieuse. Et que finalement, quand j'ai trouvé la porte de sortie, j'ai vu l'air et l'oxygène, je me suis dit, c'était un peu, peut-être que je suis claustrophobe, hein, mais c'est possible, mais quand même. Hein. C'est-à-dire que finalement, ces fonctions exécutives aussi, c'est des fonctions de survie, hein, quelque part. Elles nous permettent aussi c'est ça, c'est que faire face à un événement inattendu, c'est aussi une fonction de survie pour l'être humain. Donc nous avons besoin de ces fonctions exécutives. Hein. Alors, ce jeune homme dont je vous parle, qui était devant la grille du métro, c'était pas trop grave. Dans d'autres situations, ça peut être gênant. Hein, ça aurait pu, je sais pas, déclencher une crise de panique pour une autre personne, etc., etc. Donc, on va rester sur cette idée que les fonctions exécutives sont des fonctions qui sont tout le temps en veille et qui sont là, présentes, pour nous permettre de faire face à une situation nouvelle. Alors, pour les enfants dont nous parlons, pour les personnes dont nous parlons, bien évidemment, la situation nouvelle la plus souvent rencontrée, ben c'est celle qu'ils rencontrent à l'école face aux apprentissages. Hein. Face aux apprentissages, c'est-à-dire que tous les matins, eux, nous aussi d'ailleurs quand nous allons travailler, nous sommes confrontés à des situations nouvelles, pour ma part, des nouvelles familles que je reçois, des nouveaux enfants, etc., etc., ou des nouvelles connaissances que j'acquiers, et que je suis obligée, finalement, quand on apprend quelque chose, un événement aussi, de la même façon, hein, on l'apprend, et avec notre lobe préfrontal, nous faisons une espèce de passerelle avec nos connaissances antérieures. Hein. Ce lobe préfrontal, il nous sert aussi, je dirais, à absorber, hein, de façon adaptée, absorber de façon adaptée ce que nous apprenons. Absorber de façon adaptée, c'est-à-dire de faire des passerelles avec ce que nous avons appris, car nous apprenons depuis que nous sommes tout petits, et le fait d'être un apprenant, c'est pas simplement des couches qui s'accumulent, c'est aussi le fait de faire des liens. Hein. Souvent, on demande aux personnes, hein, non pas, comme vous savez, de répéter les choses, hein, mais de montrer que d'apprendre, c'est aussi d'être capable d'utiliser les nouvelles connaissances par rapport aux connaissances antérieures. Et ça, ce lobe préfrontal, hein, il nous sert à ça. Ok ? Alors, donc ce lobe préfrontal, donc ses fonctions exécutives et cette capacité à faire face aux situations nouvelles. Alors on va voir en fait qu'on décline ces fonctions en plusieurs sous-fonctions. De la même façon qu'on décline le langage en production, expression, compréhension, réception, lexique, syntaxe, pragmatique, eh bien, les fonctions exécutives se composent de plusieurs sous-fonctions. Alors, une des principales sous-fonctions des fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle la capacité à inhiber, l'inhibition. Hein. Alors, pour vous donner un exemple, ici, là, je suis en situation, je pourrais dire, dangereuse, puisque je m'expose, je vous parle, et il est bien évident qu'il faut que je tienne quand même le challenge, c'est-à-dire que mon esprit ne s'évade pas pour commencer à penser à ce que j'ai fait ce matin, ce qui m'a peut-être provoqué par exemple, hein, je vous ai raconté cette histoire, ou ce que je vais faire ce soir, etc. Donc je suis obligée d'inhiber des tas de choses de ma pensée pour rester sur ce que nous sommes en train de faire. L'inhibition, en fait, est une fonction également de survie, là, hein. Sinon j'aurais refusé
si j'avais un trouble de l'inhibition, j'aurais refusé de faire une conférence. Parce que je ne serais pas capable, je sais, enfin j'espère, j'en aurais eu la lucidité, je n'aurais pas été capable de rester sur une tâche, maintenir un programme que j'ai décidé. On m'a proposé de faire une conférence, j'ai dit oui, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je me lève ce matin, que je m'habille, que je vienne ici et que je reste sur un thème qui est le thème des fonctions exécutives. Alors, peut-être que vous allez trouver que j'ai fait quelques digressions, très certainement, mais globalement, je ne vais pas vous parler de mes vacances cet été, je ne vais pas non plus vous parler d'un sujet qui serait quand même éloigné, ou si je sens que je dérape, hop, je ramène, hein, parce que je suis vigilante par rapport au mouvement dans la foule, au regard, etc., éventuellement au sourire, etc. Vous comprenez? Donc c'est très important. Une fonction primordiale des fonctions exécutives qui serait logée dans les fonctions exécutives, c'est la capacité à inhiber. Inhiber, c'est éliminer, moi je décide d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent pour réaliser la tâche que je me suis fixée ou qu'on m'a demandé de faire. Vous voyez là, tout de suite, les répercussions sur les apprentissages. Peut-être que si vous êtes parents d'enfants qui ont des troubles 10, les enseignants vous ont dit il ou elle avait une difficulté à rester sur la tâche, à comprendre les consignes. Et on va voir les conséquences de ce manque d'inhibition. Les conséquences de ce manque d'inhibition, on les pressent. C'est par exemple la dispersion des idées, ce qu'on appelle le coq à l'âne, la fuite des idées. L'enfant commence à raconter quelque chose et il part sur autre chose. Ou alors il fait un discours qui est très elliptique. Il nous fait entrer dans un sujet alors que nous ne savons pas du tout où ça s'est passé. Donc, ce qu'on appelle la dispersion des idées serait le témoin de ce défaut d'inhibition. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme conséquence d'un défaut d'inhibition? Alors, la dispersion des idées, la distractibilité. C'est-à-dire, la distractibilité, c'est le moindre petit bruit, quelqu'un qui court dans la cour, un enfant, ou la sonnerie, ou un enfant qui se mouche derrière, hop, le voilà distrait de sa tâche. Comme vous le voyez, depuis tout à l'heure, j'essaie moi d'éliminer le bruit de fond qu'il y a pour rester sur ma tâche. Car si je commence à prêter l'oreille, je ne peux plus. Je vais avoir de grandes difficultés à maintenir ce programme d'action, encore une fois, que je me suis fixé, qui est celui de vous parler des fonctions exécutives. Donc cette distractibilité, c'est-à-dire le défaut d'inhibition des stimuli extérieurs. Ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça peut être gustatif, olfactif, tactile, ça peut être aussi des impressions qui viennent du dedans, cette espèce de stimulation interne, des enfants qui seraient un peu assaillis par, je ne sais pas, tout d'un coup ils sont en train de faire quelque chose et puis ils pensent à quelque chose qu'ils veulent faire ou qui les a inquiétés, ou ils ne peuvent pas rejeter, ils ne peuvent pas rejeter. Vous voyez tout de suite que quand je vous parle de ça, je pense que d'emblée vous sentez la frontière très ténue avec ce qu'on pourrait appeler les éléments d'ordre psychopathologique. Et quand on est dans le champ du préfrontal ou exécutif, vous avez vu que c'était les mêmes termes, fonction exécutive, fonction préfrontale, lobe préfrontal, on ne dit pas lobe exécutif, eh bien on est tout de suite à deux doigts, on est très proche du psychopathologique. Et d'ailleurs, juste pour une anecdote, là je fais une petite digression, mais qui reste quand même avec un film. Il y a 2 jours, il y avait un congrès de la Société de rééducation, il y avait un psychiatre qui parlait d'enfants dyspraxiques juste avant moi, et moi j'ai présenté 3 cas de jeunes gens qui ont eu des troubles praxiques et qui ont évolué vers des troubles exécutifs.
Et il n'a pas pu s'empêcher à la fin de la communication de me dire, bah, vous voyez, quand je vous entends parler de ces jeunes et que vous appelez, vous neurologues, vous appelez les troubles exécutifs, moi j'appellerais ça des troubles psychopathologiques. Hein. Ça c'est effectivement, on est très très proche. Hein. Donc le défaut d'inhibition. Alors ce défaut d'inhibition, en fait, il va pouvoir s'exprimer soit sous une forme d'excès d'inhibition. L'excès d'inhibition, alors vous allez dire aussi que ça peut être aussi traduit en termes psychopathologiques, ça peut être un enfant, ce que nous appelons des enfants adynamiques. Hein? L'excès d'inhibition, c'est un enfant qui n'a pas d'élan vital. Alors ça a été décrit, hein, je reviens à la personnalité préfrontale. Le fameux Phineas Gage, lui, il avait un défaut d'inhibition, c'est-à-dire qu'il était quasiment proche des excès de manie, hein, il s'était mis à dépenser beaucoup d'argent, etc. Mais l'excès d'inhibition peut confronter le sujet, la personne, hein, à être vraiment à l'extrême. Hein. Ce sont des personnes qui sont assises sur leur fauteuil, qui ne bougent plus, qui n'expriment pas de désir, qui n'ont pas faim, qui n'ont pas soif, qui font peu de mouvements et qui ne parlent que si on les sollicite. Eh bien, il me semble que parmi certains enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, on peut trouver des profils de ce type avec ces enfants qui ont, certains vont les traduire sur le plan psychopathologique, hein, peut-être même dépressifs, des enfants déprimés. On voit ces enfants qui ont ce manque, hein, d'aller vers l'autre, manque de spontanéité du langage. Ce sont des enfants qu'on n'entend pas dans la classe. Ils ont peu d'initiative. Ils sont souvent en retrait par rapport aux autres. Ils donnent cette impression générale, un peu de ce qu'on pourrait appeler, peut-être que les termes vont vous choquer, hein, mais d'apathie. Hein. En médecine, on dit aussi aboulie. L'aboulie, hein, A privatif, c'est de la boulie, là plus loin boulie, c'est l'envie. Bien eux, ils sont abouliques, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas d'envie. Hein. Eh bien, ces profils cliniques nous font beaucoup penser à ces personnes donc, qui se présentent avec ces troubles préfrontaux, hein, sous forme d'un excès d'inhibition. Et on n'obtient de ces enfants que sur forte sollicitation. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on se rend compte qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais c'est comme s'il manquait un starter. Hein. Alors, le profil inverse, comme j'ai cité celui de Phineas Gage, c'est le manque d'inhibition. Le manque d'inhibition, c'est la personne qui n'a plus de limite. C'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Hein. Donc ça peut être aussi des enfants qui sont dans la provocation, très perturbateurs, ne permettant pas à l'interlocuteur de finir la phrase. Avant même que la consigne soit donnée, ils ont déjà répondu. Moi, hein. Ils peuvent être aussi sous un mode, parfois presque, les enseignants peuvent les vivre comme des enfants provocateurs, perturbateurs, hein, qui ont parfois un manque de barrière, hein, entre l'adulte et eux. Alors ça peut parfois être vécu comme une espèce d'excès de familiarité. Et là aussi, on voit qu'on est à la frontière, hein, du psychopathologique, c'est-à-dire que certains vont vous dire que ce sont des enfants qui ont des troubles de la personnalité. Eh bien, moi, en tant que neurologue, je me pose la question de personnes qui auraient en fait des troubles dans la sphère exécutive. Alors, pourquoi est-ce qu'on avance maintenant l'hypothèse d'émergence de troubles exécutifs chez les enfants qui ont des troubles 10 ? C'est que dans une certaine littérature, hein, des travaux, hein, qui commencent à être publiés, qui montrent que finalement, ce sont des enfants donc, qui sont porteurs de troubles du développement, qui a donc une maturation du cerveau. Il y a une hypothèse qui serait la suivante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure,
le lobe préfrontal est la région du cerveau qui mature le plus tard possible. Parce que d'abord en termes d'anatomie, puisque le cerveau se développe bien sûr au fur et à mesure du développement de la vie, mais aussi sur le plan fonctionnel. On a longtemps dit que les fonctions exécutives n'étaient évaluables que tardivement. Et c'est pas tout à fait faux. Donc, le lobe préfrontal est une région du cerveau qui mature tardivement. Il y a des travaux dans la littérature qui tendent à montrer que si on part de l'hypothèse que les enfants qui sont porteurs de troubles 10 ont des dysfonctionnements dans certaines régions, les enfants dysphasiques dans des régions qui seraient dévolues au langage, les enfants dyspraxiques dans des régions qui seraient dévolues à la fonction praxique, notamment le lobe pariétal, bien que les travaux d'imagerie ne soient pas encore suffisants pour prouver cet état de choses, il n'empêche que si on part de ce principe, eh bien on pourrait penser que le dysfonctionnement congénital que présentent ces enfants, puisqu'ils sont porteurs de troubles du développement, de troubles cognitifs développementaux, au départ focalisés, pourrait avoir un retentissement sur des fonctions qui ne sont pas encore en place dans les premières années de la vie, notamment les régions préfrontales. Ce qui expliquerait l'émergence, au fur et à mesure, des troubles exécutifs, et en tout cas, de nous amener, nous professionnels, à être vigilants par rapport à l'apparition de possibles troubles exécutifs dans la trajectoire de l'enfant diagnostiqué d'abord dysphasique, puis dyspraxie, ou dysphasique et troubles de l'attention, etc. Vous me suivez ? Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse assez forte qui a été émise il y a quelques années par des auteurs, qu'on appelle la théorie de la chronométrie du développement, qui serait donc, en cas de dysfonctionnement congénitaux, alors moi je vous parle en tant que neurologue, on est bien d'accord, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que chez les enfants 10, il y a des dysfonctionnements cognitifs, c'est-à-dire modulaires, congénitaux. En tout cas, si on part de cette hypothèse neurologique, ce qui, encore une fois, de mon point de vue, est probablement le cas, eh bien, ces dysfonctionnements focalisés auraient un retentissement sur ces fonctions qui sont vulnérables parce qu'elles ne sont pas encore à maturité au moment où s'installe le dysfonctionnement. Je ne sais pas si je suis claire. D'où, aujourd'hui, de façon quasi systématique, enfin en tout cas dans les centres de référence, on propose des évaluations des fonctions exécutives chez les personnes que l'on suit qui ont des troubles de type 10. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne voudrais pas déborder du temps et puis surtout ne pas laisser de temps. Et à quelle heure ça m'a arrêté ? C'était 14h45, c'est ça ? Donc ça fait 10 minutes. On n'a plus que 10 minutes, c'est ça, Alors, je vais juste vous... Alors, pour que vous ayez le temps de poser des questions, parce que c'est pas... là aussi, il faut que je m'adapte. Je ne fais pas un cours comme à des étudiants. Je vais juste vous citer quelques noms de tests que nous utilisons pour évaluer ces fonctions. Et puis peut-être des professionnels, et puis après je m'arrête et vous posez des questions. Ça vous va ? Alors, d'abord, il faut savoir que ces troubles exécutifs, comme on l'a dit, sont très subtils. Donc, souvent, on en a des signes d'alerte, des signes comportementaux. C'est pas un enfant qui est maladroit, qui laisse tomber tous ses crayons. C'est pas un enfant qui est inintelligible. C'est pas un enfant qui a une hémiplégie, bien entendu. Ce sont des signes comportementaux discrets, et de toute façon, rassurez-vous, c'est jamais le cas de Phineas Gage, bien entendu, qui est un cas, comme on dit, un cas énorme, un cas qui a servi, ce qu'on appelle les cas princeps, c'est-à-dire qui ont servi à décrire la maladie. C'est jamais des troubles de ce type, c'est toujours des troubles beaucoup plus subtils, mais qui, si on en est informé, peuvent aider à être détectés. Et encore une fois, c'est quand même un champ qui est très nouveau. Alors, donc d'abord, être en alerte de ces signes comportementaux, que je vous ai rapidement décrits.
Et deuxièmement, les tests. Hein, alors il faut savoir que quand on fait, peut-être vos enfants, petits-enfants, c'est des grands-parents, ont eu des évaluations à l'échelle de Wechsler. Hein, vous avez entendu parler de la WIPSI ou de la WISC. Alors il faut savoir qu'un enfant qui a des troubles préfrontaux, troubles exécutifs, peut très bien avoir des résultats tout à fait normaux à l'échelle de Wechsler. Quantitativement, pourquoi? Parce que son efficience intellectuelle est tout à fait normale. Et ce ne sont pas des tests qui ont été faits pour ça. Cependant, si la personne, la psychologue, connaît les troubles exécutifs, elle peut les détecter qualitativement lorsque l'enfant passe des subtests. C'est-à-dire que l'enfant a des scores quantitatifs normaux qui ne permettent pas de dire que l'échelle de Wechsler est échouée, mais la psychologue ou le psychologue va marquer que dans la réalisation de ces épreuves, elle a noté qu'il y a nécessité de faire passer des tests exécutifs si nécessaire. Hein. Alors, donc, première chose, le psychologue, s'il n'est pas formé, il peut très bien passer à côté de ça. Les orthophonistes sont très bien formés par rapport à ces questions aujourd'hui, et depuis longtemps, parce que les orthophonistes, c'est un corps de professionnels extrêmement bien formés en France, et bien d'autres corps professionnels aussi, mais particulièrement les orthophonistes, hein, par rapport à la question de la neuropsychologie. Sans être neuropsychologue, ce sont des professionnels qui ont des connaissances en neuropsychologie, et elles ou ils, peuvent être alertés par rapport au fonctionnement langagier particulier. Hein, par exemple, les digressions verbales, les coqs à l'âne, le type, ce qu'on appelle le paraphasie. Hein, les paraphasies, en langage, en examen du langage, c'est un mot pour un autre. Le type de paraphasie que fait l'enfant peut alerter aussi sur ce type la difficulté à comprendre des consignes complexes, parce qu'il y a trop de choses à gérer et que le lobe préfrontal ne peut pas faire ce travail. Les ergothérapeutes également, si vos enfants, petits-enfants ont eu des examens en ergothérapie, vous avez peut-être eu des résultats de bilan où l'ergothérapeute a suspecté un trouble attentionnel ou exécutif et non pas de façon franche, de façon pratique. Peut-être que vous avez lu ça dans des comptes rendus. Les ergothérapeutes ne sont pas des neuropsychologues, mais ils ont aussi, ils et elles ont des formations suffisantes pour être capables aujourd'hui de détecter ces troubles à travers un examen de psychomotricité, d'ergothérapie, d'orthophonie. Sinon, les tests spécifiques, et je vais m'arrêter là pour vous passer la parole, il y en a plusieurs. Beaucoup de ces tests ont été empruntés à l'adulte. Un des tests les plus connus, c'est le test de Stroop. Le test de Stroop, en fait, l'effet Stroop a été un effet qui a été décrit, qui a été utilisé pour tester la résistance des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale à aller au combat. On leur faisait passer des tests psychotechniques. Aujourd'hui, c'est un test, par bonheur, nous ne sommes pas en guerre, pas tout à fait. Cette procédure Stroop est utilisée pour tester la capacité à inhiber un processus automatique. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. De quoi s'agit-il? Il s'agit de présenter des mots écrits dans des couleurs qui ne correspondent pas à la couleur dans laquelle cela a été écrit, à des personnes qui sont suffisamment lectrices. Donc il faut que l'enfant ait au moins 8 ans. Ces personnes doivent porter leurs lunettes et ne pas plisser les yeux. Et on leur demande non pas de lire, par exemple, si le vert est écrit en jaune, de lire vert, mais de dire jaune. Vous me suivez? Donc en fait, c'est un test qui inhibe quelque chose qui est automatique à l'être humain. On lui présente de l'écrit. Donc en fait, il faut faire un effort pour inhiber le mot vert qui est écrit et dire le nom de la couleur dans laquelle le mot vert est écrit. Ok? Donc ça, c'est le test, bien sûr, le plus classique, qui teste la capacité à inhiber un processus automatique. Ok? Il y en a bien d'autres, mais je m'arrête là pour répondre à vos questions. Alors, si vous voulez, c'est bien de prendre une micro, comme ça tout le monde vous entend. Est-ce qu'il y a une différence entre un trouble attentionnel
et le trouble de la enfin, ce que vous avez exécutif. expliqué, ouais, avec la distractibilité. C'est deux choses différentes. Alors ça, c'est un débat, voilà, toujours actuel. L'attention, en fait, l'attention est en partie à l'intérieur des fonctions exécutives. Hein. En particulier, ce qu'on appelle l'attention divisée. Parce que, comme je vous l'ai dit, les fonctions exécutives, c'est toujours à un niveau cognitif plus élevé que ce qui est basique. En fait, notre cerveau serait fait de ce que l'on appelle des processus un peu de bas niveau, des processus relativement élémentaires et des processus élaborés. Chaque fois qu'on est dans quelque chose de plus élaboré, par exemple, la compréhension d'une phrase fait appel aux fonctions exécutives. Parce que dans la compréhension de phrases, si vous me dites, si je vous dis par exemple, je vais vous dire une phrase, vous allez me dire si elle est syntaxiquement correcte. Hein, je dis n'importe quoi, le chat boit sur le lait. Hein, je dis le chat boit le lait, comme ça. Le chat boit sur le lait, je dis n'importe quoi. Eh bien vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous utilisez vos régions qui testent le niveau basique du langage, syntaxique, lexical, mais en même temps, il faut faire un travail de jugement dessus. Parce que je vous ai demandé de quelque chose de plus complexe. Je ne vous ai pas simplement demandé de dire le chat boit sur le lait. Je vous ai demandé si la phrase était syntaxiquement correcte. Dès qu'on passe à un niveau au-dessus, on fait appel aux fonctions préfrontales. Donc en fait, on fait souvent appel aux fonctions préfrontales. Sauf que nous adultes, ici, pour ceux qui sont adultes, on a déjà automatisé un certain niveau. Hein. Il faut réadapter après en fonction du niveau cognitif de la personne. Pour vous, le chat boit sur le lait, vous ne faites pas beaucoup appel aux fonctions préfrontales. Pour un enfant plus jeune, oui. Ah. Vous vouliez votre question? C'était juste, tout à l'heure, vous mentionnez que dans les fonctions exécutives, il y avait plusieurs sous-fonctions, et dont la capacité à inhiber. Et puis, je voulais simplement savoir si... Il y en a plein d'autres. Alors, il y a une autre fonction qui est ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le vocabulaire des fonctions exécutives, c'est que c'est un vocabulaire qui est très utilisé dans le langage courant. Hein, être flexible. L'inhibition, c'est quand même des choses qui sont utilisées. C'est pas un vocabulaire très spécifique de professionnel. La flexibilité mentale, la flexibilité cognitive, c'est la capacité à passer d'une chose à l'autre, ce qu'on appelle le shift. Alors, le test classique, je vais vous en donner un, c'est par exemple, on demande à une personne de dire la suite des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis la suite des lettres, A, B, C, D, E, F, G, et ensuite on lui dit stop, maintenant vous allez faire lettre, chiffre. Donc A1, B2, C3, soit sur le plan visuel, soit sur le plan auditif. Donc la flexibilité mentale, flexibilité cognitive est une autre sous-fonction. Quelle est notre sous-fonction aussi? C'est notre capacité à planifier. Planifier une action. Alors, il y a des tests. Pour utiliser ça, c'est ce qu'on appelle la tour de Londres. Ce sont des tests très spécifiques où on va demander à la personne, on va lui demander de résoudre un problème. Et pour résoudre ce problème dans un temps donné, il va être obligé de prévoir des étapes de résolution de problème. Il y a une autre fonction qui est importante dont je vous ai parlé au tout début, c'est ce qu'on appelle le maintien du programme d'action. Le maintien du programme d'action, c'est l'enfant qui commence en disant « je chante, tu chantes, nous chantions, vous chantiez, elle chante », etc. Il n'arrive pas à rester sur le programme qu'on lui a fixé. Une épreuve classique est une épreuve de fluence verbale. On va demander par exemple à un enfant de dire le plus de noms d'animaux dans la catégorie animaux. Comment chat, chien, vache, etc. Puis on lui dit ok, c'est très bien, maintenant tu vas me dire le plus de noms dans la catégorie objet du voyage. Et là il commence avec les objets du voyage, mais il revient sur la catégorie animale. On pourrait dire que c'est une mauvaise flexibilité mentale, c'est-à-dire qu'il a perdu le programme d'action. Le lobe préfrontal n'a pas fait ce travail de maintenir le programme d'action. Donc voilà donc l'inhibition, la flexibilité, la planification, le maintien du programme d'action.
Qui veut poser une question? Oui. Vous m'entendez pas? Ah, pardon. Il y a longtemps? D'accord. Donc, je redisais le nom des sous-fonctions, hein, l'inhibition, la flexibilité mentale, la planification, le maintien du programme d'action. Une fonction aussi qui est très importante du lobe préfrontal, c'est la capacité à avoir un jugement sur le résultat qu'on a obtenu par rapport à ce que l'on escomptait. Hein. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut observer chez certains enfants. On leur demande de réaliser quelque chose, ils le réalisent, et ensuite on leur demande de porter un jugement sur ce qu'ils ont fait. Ça porte aussi un nom, ça peut porter aussi le nom de métacognition, c'est-à-dire regarder ce qu'on a fait. Est-ce que ça correspond à ce qu'on avait l'intention de faire? Par exemple, moi tout à l'heure, quand je vais partir, je pense que pendant un certain moment, je vais me dire, est-ce que ça allait ce que j'ai fait, hein? Ou alors je vais demander aux gens. Hein? Donc ça, cette capacité à comparer ce qu'on s'était décidé comme but et ce à quoi on est arrivé, eh bien, ce sont les enfants qui ont des troubles exécutifs ont une grande difficulté. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait quelque chose, on leur dit qu'est-ce que tu en penses? Ben, je sais pas, j'en pense bien, j'ai fait quoi. Hein, okay. Ils ne portent pas de jugement, hein, on pourrait dire c'est une espèce de feedback, hein, sur le résultat. Donc voilà, plusieurs sous-fonctions qui sont testées avec des tests qui sont, comme je vous l'ai dit, empruntés de l'adulte. Hein, ce sont des tests vraiment qui ont été transposés de l'adulte à l'enfant avec les contraintes liées à ça. Hein. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du Stroop à partir de l'âge de 8 ans. Donc, on commence à inventer, à mettre en place des Stroop, hein, même ils existent depuis un certain temps, pour des personnes plus jeunes, des enfants plus jeunes, avant 8 ans. Car, comme toujours, hein, on pousse le bouchon beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'après avoir découvert, si je puis dire, l'évaluation des fonctions exécutives chez l'enfant, on est en train de se demander si finalement cette fonction exécutive ne serait pas finalement le moteur du développement cognitif. Hein. Et il y a des auteurs comme Olivier Houdet, hein, qui est un psychologue du développement. Hein, Houdet s'écrit H-U-D-E, qui est un Parisien, un psychologue du développement, qui écrit, hein, sur ce sujet et qui nous dit que sans inhibition, nous ne pouvons pas nous développer sur le plan cognitif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Fonction exécutive, c'est un anglicisme, on dirait plutôt fonction supérieure ou fine, non? Fine. Fine. Ah. Alors, non, c'est pas... Non, parce que le terme d'exécutif est retrouvé au début du XXe siècle dans la littérature francophone. Non. Fonction supérieure, alors la fonction supérieure, c'était le terme qu'on utilisait autrefois pour désigner toutes les fonctions cognitives. On parlait des fonctions supérieures, pas seulement les fonctions exécutives. Non. Oui. Simplement, préconise-t-on des actions à mener pour essayer de compenser, puisque je pense qu'il faut vivre avec ces difficultés exécutives, mais voilà, comment peut-on compenser et existe-t-il quelque chose? Alors, compenser d'abord, c'est reconnaître. Reconnaître et spécifier auprès des enseignants, auprès des parents, avec l'aide des rééducateurs, que l'enfant souffre bien d'un trouble exécutif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est d'autant plus difficile qu'au fur et à mesure du développement. Parce que les enfants, en grandissant, ils gomment apparemment leurs troubles. Hein, il y a beaucoup d'enfants dysphasiques, quand nous on commence à revoir des jeunes de 16, 17, 18 ans, quand ils entrent dans le bureau, moi je suis ravie, je leur dis, vous parlez comme vous et moi. Hein, ils n'ont plus de retard graphique majeur. Donc par contre, ils ont ces troubles exécutifs. Hein, donc la première chose, c'est de reconnaître ces troubles. Ensuite, en termes de programme de rééducation, alors là, vous appuyez encore sur une corde sensible, parce qu'aujourd'hui, la rééducation des troubles exécutifs, soit elle est portée par les professionnels tout au long de la vie qui suivent l'enfant, soit elle est confiée à des psychologues, neuropsychologues, et vous savez que c'est encore un problème, puisqu'il n'y a pas de prise en charge, hein, que c'est encore très, très inégal, et qu'on n'a pas encore beaucoup de résultats dans ce domaine, de résultats validés, si je puis dire. Il n'empêche que la rééducation, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, la rééducation des troubles frontaux chez l'adulte cérébro-lésé, elle est documentée dans la littérature. Hein.
Alors, je vous invite à lire ah bah mince, je vais pas trouver son nom. Ah mince. C'est un... vous voyez, ça va me revenir. Il y a un psychologue à Angers qui, depuis une bonne dizaine d'années, est en train d'élaborer, ça va bientôt sortir, une batterie d'évaluation qui s'appelle la batterie FE, fonction exécutive enfant. Arnaud Roy. Voilà. Arnaud Roy, R-O-Y, travaille à Angers, il est psychologue du développement. Il a mis au point avec des collègues une batterie d'évaluation des fonctions exécutives. Il est venu récemment ici à Lyon présenter cette batterie et il commence à travailler sur des programmes de remédiation. Donc si vous avez envie sur Internet, vous contactez il est psychologue au centre de référence d'Angers, de Nantes. Allez, vous travaillez à Angers au centre de référence de Nantes. Oui, allez-y. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête. Quelqu'un va nous faire signe quand il faut qu'on s'arrête? Non, ça va? Sans trop généraliser, mais au niveau de l'orientation de personnes ayant des difficultés, enfin troubles exécutifs, y a-t-il des choses à éliminer, d'autres à encourager pour une voie d'activité qui pourrait être la plus compatible possible avec son état dans le restant de sa vie, professionnellement? Vous voulez dire si on... Alors, pas scolairement. Scolairement et professionnellement. C'est-à-dire si on détecte que la personne a des troubles exécutifs, qu'est-ce qu'il y aurait comme aménagement? C'est ça? Éventuellement aménagement et après, surtout pas s'orienter dans ce domaine-là parce qu'il sera tout le temps en difficulté, mais plutôt ce domaine-là, tout en restant très stable, bien sûr. Ouais. Alors là, j'aurais vraiment du mal à vous répondre, parce que comme je vous l'ai dit, ces fonctions exécutives se déclinent de plusieurs façons. Une personne peut ne pas avoir la totalité des troubles. Il y a aussi un élément qui est très important chez les personnes 10, c'est la variabilité au fil du temps de l'expression des troubles. Ce sont des enfants dont la symptomatologie se modifie avec le temps. Ce n'est pas rigide. Il faut se méfier. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ils se lassent par rapport aux rééducations. Ils ont l'impression qu'on leur fait faire toujours la même chose. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, si on peut, en centre de référence, c'est pour pouvoir aussi accompagner cette évolutivité des symptômes qui nous permet aussi de nous adapter à leur évolution. Parce qu'une personne qui a été rééduquée depuis son plus jeune âge, elle est finalement, je dirais, j'espère que ça ne vous choquera pas, l'expression à la fois de la maturation et aussi l'expression du résultat de la rééducation. C'est un peu les deux. Et à nous vraiment de les prendre en compte comme des individus à part entière. Il n'y a pas de recette dans ce domaine. Alors, c'est pas confortable, parce qu'on aimerait bien en avoir, parce que ça permettrait peut-être, on se dit, si on avait des recettes, on gommerait les choses. Mais au contraire, ce qui est intéressant, c'est que c'est riche, et qu'on demande aux gens qui accompagnent ces jeunes, et plus tard ces adultes, d'être à l'écoute. Donc moi, les programmes de rééducation, ça m'inquiète. Les programmes tout faits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais juste aller voir si... Un quart d'heure? D'accord. Ça se fait? Ah bon, alors formidable, on peut se poser plein de questions. Oui, je voulais savoir si ces troubles étaient forcément là à la naissance ou est-ce que c'était des troubles qui, d'une part, pouvaient être acquis suite à une chute, suite à un problème, je ne sais pas, d'autres... Vous parlez des troubles de 10? Non, je parle des troubles exécutifs. Est-ce qu'ils peuvent être renforcés par un accident, par différents facteurs externes? C'est une première chose. Et au niveau des troubles 10, par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, est-ce qu'en fait, donc l'évolution, c'est une évolution qui est avec une forme de constante, ou est-ce qu'elle peut être réactivée par rapport à d'autres facteurs externes? Alors, comme je vous l'ai dit, le lobe préfrontal n'est normalement pas mature à la naissance.
Et la maturation du lobe préfrontal se fait tout au long de la vie. Hein. Mais il se peut que... Tout à fait. Mais il se peut quand même que, même si elles ne sont pas, ne siègent pas dans le lobe préfrontal, il y ait déjà des fonctions exécutives en place. Nous avons besoin de ces fonctions qui seraient logées ailleurs, en quelque sorte. Est-ce que ça peut être renforcé par un traumatisme? Alors ça a été beaucoup décrit, notamment les troubles exécutifs chez l'enfant, la personne ayant eu un traumatisme crânien au cours de l'enfance, et très décrit dans la littérature, c'est même les troubles principaux que présentent ces jeunes, hein, TC comme on dit. On va trouver aussi des troubles exécutifs dans d'autres pathologies, les pathologies dans la déficience intellectuelle, on peut avoir aussi des troubles exécutifs. Et le psychologue ou la personne qui va évaluer devra faire la part entre ce qui relève de la déficience et ce qui relève du dysfonctionnement exécutif, d'où quand même l'importance d'une expertise en neuropsychologie du professionnel qui va évaluer, parce que les prises en charge seront différentes. On trouve aussi des troubles exécutifs chez les enfants avec paralysie cérébrale, chez les enfants grands prématurés. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la théorie de la chronométrie du développement, c'est que toutes les personnes qui ont des dysfonctionnements ou lésions congénitales pourraient potentiellement développer à un moment donné de leur trajectoire les troubles exécutifs. Bien sûr, ça peut être renforcé par un traumatisme crânien. Et puis l'autre question, je n'ai pas compris les facteurs externes. Vous m'avez dit la variabilité d'expression des troubles. Qu'est-ce que vous entendez par facteur externe? Ah oui. Oui. Alors, oui, je comprends. Quand vous dites c'est le trouble 10, c'est le trouble exécutif? Oui. D'accord. Ok. Oui, est-ce qu'il y a des facteurs... Alors, je pense que plus on est dans ce champ des fonctions cognitives élaborées, plus les facteurs de type, effectivement, fatigue, stress, motivation ont un impact. Et qu'effectivement, il y a une forte influence, notamment l'attention. L'attention est une fonction cognitive qui est très influencée, par exemple, par la fatigue. Mais le langage aussi. Si vous avez mal dormi, vous pouvez très bien être moins à l'aise sur le plan du langage, faire des petites erreurs syntaxiques, avoir un manque d'humour, dire un mot pour un autre. Donc toutes les fonctions sont sensibles à ces facteurs, on pourrait dire peut-être extra-cognitifs. Encore que maintenant, on inclut notamment la motivation. Il y a des travaux, je vous invite à lire le dernier ouvrage c'est pas de pub, je vous promets, de Michel Habib, qui s'appelle La constellation des 10. Je ne sais pas si vous l'avez eu en main. C'est un livre qui est un peu pour spécialistes, mais finalement, nous sommes tous des spécialistes, et vous, parents, vous en savez beaucoup. Et puis surtout, vous avez une forte appétence à la connaissance. Moi, c'est ce que je ressens. Donc ce livre, La constellation des 10, est un livre qui est récent et qui parle beaucoup des bases neurologiques des troubles 10. Et notamment, vous trouverez... Alors, ce livre rapporte des travaux de la littérature. Il faudra toujours avoir un regard critique parce que, comme vous le verrez, les neurosciences sont une discipline qui est quand même récente et les résultats sont parfois encore très fragiles. C'est obtenu avec des toutes petites populations. Et il faut être toujours réservé, prudent. Justement, c'est ça la science, c'est de ne pas prendre tout de suite pour argent comptant ce qu'on appelle. Et là, donc, notamment, on parle des bases cérébrales de la motivation. Donc, ce qu'on appelait les facteurs extracognitifs, peut-être que maintenant, ils vont devenir des facteurs intracérébraux. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà.
Alors il y a ça que je voulais vous dire, et puis j'ai oublié, je voulais vous dire autre chose, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vais faire. Dans les causes possibles, justement, est-ce qu'un choc émotionnel? C'est un choc émotionnel dans la petite enfance Un choc émotionnel. Alors, vous voulez dire par rapport à déclencher une pathologie de type 10 ou un trouble exécutif? Alors, un choc émotionnel, moi je dirais, c'est difficile pour moi de vous répondre à cette question. Moi, je parle pour moi, hein, bien entendu. Je pense qu'un choc émotionnel qui déclencherait une pathologie du neurodéveloppement, pour moi, ce serait ce qu'on appelle justement un facteur déclenchant d'une vulnérabilité biologique. Hein. C'est-à-dire que le trouble, il est là. Et peut-être que ce choc émotionnel va le faire apparaître. J'ai du mal à accrocher à cette idée. Mais elle peut être partagée par d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Alors moi je suis enseignant, ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment faire la différence entre l'élève qui n'a pas le starter et celui qui est timide, donc ça fait partie de sa personnalité. Voilà, c'est une question un peu difficile. Oui. Eh bien, c'est toute la question justement d'évaluation. Et c'est très bien que vous me... Moi je suis neurologue, je travaille au centre de référence, ça ne me dérange pas. Je pousse le bouchon un peu loin. Qu'on m'envoie tous les enfants timides. Voilà. C'est comme l'enfant maladroit. Vous savez, il y a quelques années, on disait oui, la maladresse, mais attendez, mais moi aussi je suis maladroit. Hein. Et on renvoyait la mère ou le père qui disait qu'il venait dans une consultation en disant oui, enfin c'est bon, hein, on va quand même pas. Mes collègues, il y a quelques années, me disaient tu ne vas quand même pas évaluer tous les enfants qui écrivent comme des cochons. Hein, c'est la même chose. Moi, je pense que quand quelque chose fait l'objet d'une plainte de votre part, parents, de la part de l'entourage, des enseignants, eh bien, notre devoir de spécialiste, c'est de l'examiner. Et de ne pas renvoyer les gens en disant oui, enfin, moi aussi, je suis timide. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut inquiéter de dire ça. Parce qu'effectivement, on va dire, mais alors attendez, qu'est-ce que c'est que cette épidémie, vous le savez hein? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tant mieux s'il y a une épidémie. Tant mieux s'il y a une épidémie de gens qui se questionnent par rapport à des difficultés que pourrait avoir leur enfant. Et c'est à nous, pas que nous, hein, à répondre, à essayer de répondre avec vous, en faisant écho avec ce que disent les parents, l'enseignant, de dire oui, on est bien dans le champ de la pathologie. Parce que entre le moment où mes collègues me disaient « tu vas quand même pas examiner tous les enfants qui écrivent comme des cochons » et la 11e conférence internationale du Developmental Coordination Disorder qui a eu lieu à Toulouse en juillet 2015, entre-temps, on a définitivement et communautairement établi les critères de l'enfant dyspraxique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se plaint de la maladresse d'un enfant, on a le droit d'aller voir un spécialiste qui pourra répondre par rapport aux critères que la communauté s'est posée. Alors après, on peut en faire le déni. Vous voyez ce que je veux dire hein? Voilà. Moi, nous, on est là pour ça. Hein? Pour être garant du diagnostic. Et puis, pour permettre aux enfants, pour lesquels il y a une plainte, d'être examinés. Et l'hôpital est ouvert pour ça. Et ben, on a la chance ici de vivre dans un pays où on peut avoir des soins, être examiné. Alors je sais qu'il y a aussi un coût, hein, hélas, dans certains domaines, mais peut-être qu'avec le temps, on va arriver à faire en sorte que voilà, qu'on puisse faire face à cette plainte. Voilà. S'il n'y a plus de questions, merci.